Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les encouragements, merci aussi pour le partage. Alors aujourd'hui, j'avais promis, je voulais partager avec nous sur l'après-guerre. L'après-guerre. Donc, je suis en train déjà de me projeter dans la période après-guerre. Qu'est-ce qui va se passer après-guerre au Congo? Qu'est-ce qui va se passer après la guerre euh, au Rwanda? Alors, pourquoi cela? Parce que j'ai l'impression que cette guerre, petit à petit, est en train de finir. C'est sûr qu'elle ne va pas finir comme les autres guerres. Et c'est comme je dis toujours, mon impression personnelle est que c'est la dernière guerre que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, la question est de savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer après la guerre. Mais avant cela, il y a quand même beaucoup d'activités au niveau du front diplomatique et au niveau du front militaire. Alors, il y a des négociations qui sont à Doha. J'ai l'impression qu'il y a des discussions comme pourquoi on fait Faure Gnassingbé sera nommé les nouveaux médiateurs. Ça, on attend d'abord. Hein, on attend d'abord qu'on les nomme ou qu'on les vote. Ou je ne sais pas comment ça se passe dans les instances là de l'Union africaine. Et on va suivre. On va analyser ça. On va rechercher ces relations avec le Rwanda et tout ça, avec le Congo, je ne sais pas. Et on va voir ce que ça va donner. Et maintenant, nous connaissons aussi les conditions du M23, ou tout au moins les cahiers de charge. Donc, dans ces côtés-là, vraiment, pour moi, il n'y a rien de nouveau. C'est ce qu'on savait. C'était des menteurs parce que Bissi me disait que non, ils ne combattent pas pour entrer au gouvernement, pour des carrés miniers, pour des choses comme ça, pour les brassages, mixages. Maintenant, là-bas, ce sont les mêmes conditions. Vous voyez que ces gens-là, vraiment, c'est manque et c'est Judomi. Alors, sur les pro-militaires, il y a Walikale, il y a Massissi, il y a Massissi. J'ai l'impression ici que les FARDC et le Ouazalendo auraient pris beaucoup de localités, même quelques territoires. Donc, ils sont dans les mains des Ouazalendo et des FARDC. Moi, je me limite seulement à écouter un peu ce que les gens disent, parce que vraiment, de ce côté-là, je ne suis pas très informé. Euh, mais aussi parce que vraiment les masques tombent. Hein? Les masques sont en train de tomber. Nous savons maintenant quelle est la position de Kabila, de Kamitatu, de Kagame, du Kenya, de la Senko, de l'Ouganda. À propos de la Senko, il y a M. Senga qui est passé chez Marius, l'ancien journaliste de La Voix de l'Amérique. Maintenant, il a Télé Kinshasa, je pense, pour démentir ou tout au moins corriger ce que Monseigneur Mouteba avait dit. OK. Vous savez, le problème avec ces gens, nous savons qu'il y a c'est de la com, c'est de la communication que vous êtes en train de faire. Vous savez, généralement, pour les gens qui sont dans la communication, hein, il y a des gens qui font des ballons d'essai. Vous jetez quelque chose pour voir comment les gens vont réagir. Ce que M. Mouteba a fait, même si M. Senga est venu dire qu'ils n'ont pas reçu de l'argent et tout ça, ce n'était pas ça. Ce n'est pas un ballon d'essai. Comment il peut répéter la même chose à des journalistes différents et M. Senga va venir nous dire, c'est pourquoi je ne comprends pas ces gens, ils ne prennent pour des cons ou quoi? Mais vous venez nous dire, ils n'ont jamais reçu de l'argent. Lui-même a dit, ils nous ont soutenus, ils ont reçu de l'argent. Alors, comment vous voulez... Est-ce que vraiment Monseigneur Moutebo est fou? Surtout lui, il est fou. Alors, vous voyez que non, ces gens-là, leur jeu est en train maintenant d'être complètement démystifié. Mais là, ils commencent même à louer le président Tshisekedi comme quoi c'est quelqu'un d'ouvert. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays. Et il faut le faire savoir. Ces gens-là n'aiment pas notre pays. Tu ne peux pas aller dormir, recevoir de l'argent du Rwanda, aller à Goma rire avec les Nanga, les Bissimwa, les Gwilingoma et tout ça, et venir nous raconter combien vraiment cette vie-là, vraiment la partie là était la plus merveilleuse, la partie de dormir dans les hôtels 5 étoiles, la partie de recevoir des cortèges, la partie... Qu'est-ce qui est vraiment de merveilleux? Qu'est-ce qui est de bien dans tout ça?
Je ne comprends pas. C'est Mouteba qui on a dit, hein, ce n'est pas nous. Alors, mais c'est Senghor est passé pour rectifier, mais sa rectification, c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Parce que c'est Monseigneur Mouteba l'avait dit 2 fois, ils ont reçu du soutien et un soutien aussi financier de tous ces gouvernements-là. Alors, ce n'est pas nous. Cela ne vient pas de nous. 2 fois, avec une femme et avec Bouchakera. Alors, je ne comprends pas comment vraiment... Alors, il est passé. Alors, moi, je me projette déjà dans l'après-guerre. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer quand cette guerre sera finie en République démocratique du Congo et qu'est-ce qui va se passer au Rwanda. Mais avant de cela, vraiment avant de cela, ne me crucifiez pas, mais c'est une réflexion. C'est une réflexion. Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de la démocratie. Alors, n'oublie pas que moi, je suis un homme de foi. Alors, dans la Bible, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5, la Bible parle de prier pour les gens qui sont au pouvoir et donne des raisons pourquoi nous devons prier pour cela, pour qu'il y ait la bonne gouvernance, pour qu'il y ait la sécurité, et tout ça pour qu'il y ait la prospérité, pour qu'il y ait la paix. Et parce qu'il y a la paix, nous aussi, nous aurons la possibilité de propager l'évangile. Alors, vous voyez, moi, je crois à ça. Je ne crois pas à la démocratie, je crois à la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance est la volonté ultime de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait de la bonne gouvernance. Alors, quand il y a de la bonne gouvernance, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sécurité, il y a la liberté, il y a la prospérité, il y a la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté des cultes, la justice équitable. D'ailleurs, ok, si on était en Amérique aussi, on parlera de rule of law. Alors, quand il y a la paix sociale, il y a la prospérité économique, ça veut dire les gens mangent, boivent, dorment en sécurité. Il y aura la crainte de Dieu qui va augmenter et la propagation de l'évangile le terrain sera propice, je voulais dire, pour propager l'évangile. C'est pour cette raison que Dieu aime la bonne gouvernance, mais pas la démocratie. Ok, j'ai pas le temps. Je ne pense pas que la démocratie, c'est quelque chose qui passe, qui s'adapte à notre réalité africaine. Mais la bonne gouvernance, c'est partout. Alors, la personne maintenant qui va faire cela, cette personne peut être le président Tshisekedi ou ça peut être une autre personne. La personne qui va faire ce que je venais de dire, qui va amener la bonne gouvernance, qui va faire qu'il y ait la paix, qui va faire qu'il y ait la sécurité, qui va faire que les gens mangent, boivent, dorment, dans la paix, tout ça. Cette personne-là va rester très longtemps au pouvoir au Congo. Parce que nous, on n'a pas besoin de la démocratie, mais on a besoin d'une bonne gouvernance. Alors la démocratie peut-être est adaptée au contexte européen, parce que c'est un concept qui est tout à fait européen et pas africain. Alors, maintenant, après avoir dit cela, parce que ça c'est pour encourager à la bonne gouvernance, après avoir dit cela, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après la guerre? Maintenant, vous savez, du côté congolais, moi je pense que souvent quand on parle de père de la nation, c'est un terme qui devient péjoratif. C'est un terme qui devient péjoratif. Mais je pense que si Tshisekedi nous amène le Congo à finir cette guerre, ça veut dire que et de la meilleure façon, pas de brassage, pas de mixage, nous libère de ce joug rwandais depuis plus de 30 ans ou 31 ans. Donc Tshisekedi va entrer dans l'histoire de ce pays comme un père de la nation. Je vais répéter cela, ça va vous choquer, mais c'est ce que je pense et c'est ce que je vois. Tshisekedi va entrer dans l'histoire comme le père de la nation.
il sera au même titre que Lumumba. Je ne l'ai même pas au même titre que Kasavubu, je ne l'ai même pas au même titre que Mobutu, je ne l'ai même pas au même titre que Désiré Kabila, je ne l'ai même pas au même titre que tous les héros par ordonnance et des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va écrire une autre histoire de la République démocratique du Congo. Alors, je le vois. Vous savez, quand on parle des pères de la nation, par exemple aux États-Unis, on parle des pères fondateurs, par exemple aux États-Unis. Ici, par exemple, on parle d'Adenauer. À France, on parle de De Gaulle, par exemple, en France. En Chine, on parle de Mao Tse-tung ou bien de Deng Xiaoping. Donc ça, ce sont les pères de la nation. Ce sont des gens qui ont impulsé à quelque chose qui font que le pays est entré dans une autre ère de prospérité, de paix et tout ça. Alors, c'est ce que je suis en train de voir avec le président Tshisekedi. Dans la Bible, vous avez quelqu'un comme Moïse, dans la Bible, vous avez quelqu'un comme David, ou vous avez quelqu'un comme Mardoché. C'est pourquoi Mardoché, jusqu'aujourd'hui, en Israël, on célèbre toujours cette histoire qui s'est passée dans Esther, chapitre 2, 3, 4. Et c'est ce que je vois. David est toujours célébré parce qu'il a amené la paix et la prospérité en Israël. Alors, Moïse, c'est celui qui les a libérés. Donc, vous comprenez que nous aussi, dans notre histoire, il y a les Kimbangu, il y a tout ça, mais il y a Lumumba, et après, ça va devenir peut-être Tshisekedi. Moi, je dis peut-être. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire de cette opportunité d'écrire son nom à vraiment des lettres de noblesse dans l'histoire de notre pays. Parce qu'il va nous sortir vraiment de cette humiliation, il va nous donner, il va réformer, il va refonder notre pays, nous donner la sécurité, la prospérité, restaurer notre fierté, notre dignité, qui a été depuis très longtemps, à peu près maintenant 31, bafouée. Alors vous comprenez, c'est dans ce contexte-là que je vois les choses. Donc, c'est pour cette raison, il faut déjà vous préparer. Il ne faut pas être jaloux, il faut vous préparer, parce que c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. Je ne sais pas si les présidents les a vus ou les gens qui sont là-bas, mais j'ai déjà analysé l'histoire d'Esther et dire que c'est ça le rôle du président, c'est de faire quelque chose de grand pour la République démocratique du Congo maintenant. La deuxième chose qui va se passer en République démocratique du Congo, ça va être un séisme qui va envoyer, la fin de guerre va être un séisme qui va envoyer des ondes. On va sentir ces ondes-là dans toute la région de l'Afrique centrale et on va les sentir aussi dans toutes les régions de Grands Lacs et même dans l'Afrique de l'Est et même en Afrique du Sud. Je pense beaucoup de gens ne comprennent pas, mais le Congo est en train de faire un comeback. Donc, le Congo est en train de faire un comeback. Alors, et ce comeback-là, parce que le Congo va jouer son rôle. Alors, voici ce que je suis en train de voir. Alors, tous ceux qui allaient faire des courbettes au Rwanda, tous ceux qui allaient faire des courbettes chez Paul Kagame, ils vont revenir maintenant pour faire des courbettes à Kinshasa. Alors, est-ce que vous voyez déjà cela, hein? Vous voyez déjà cela, tous ces gens, c'était comme du temps de Mobutu, hein? Quand il y avait au moins 20 chefs d'État qui arrivent et qui repartent et tout ça. Alors, ça va être la même chose. Toute l'Afrique centrale, là. Je vois déjà Muhoozi venir faire les courbettes à Kinshasa. Vous savez pourquoi? Son papa est vieux. Il aura besoin de la République démocratique du Congo. Il devient président du Rwanda, de l'Ouganda pour la stabilité dans ce pays. Au Rwanda, c'est la même chose. Si Kagame part, ils auront besoin de nous pour amener la stabilité là-bas. Ici, au Congo-Brazza, c'est la même chose. Ils auront besoin de la République démocratique du Congo pour amener quoi? La paix là-bas, pour amener la stabilité. Alors, ça veut dire quoi? Que l'axe, que la République démocratique du Congo redevient le gendarme, apporte la sécurité et la stabilité dans toute la région. Et je vois même que la République démocratique du Congo est en train d'envoyer des militaires dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde, parce que nous sommes quand même, nous allons devenir une puissance militaire. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Qu'est-ce qui va encore changer après la guerre?
Nous, les génocostes sera reconnu. Les génocostes des Congo sera reconnu par les Nations Unies et les responsabilités pénales seront établies. Alors, vous savez qu'il y a un rapport qu'on dit rapport mapping. Ces rapports-là, c'est un rapport qui va éclabousser beaucoup de gens. C'est pourquoi il paraît, il est dans les Nations Unies, on l'a enterré là-bas. Et moi, je pense la madame Kwaikwamba va, comment on dit, ressortir, déterrer, voilà les mots, déterrer cela. Et alors, il y aura les responsabilités qui seront établies. Et moi, je vais travailler dans ça ici en Europe. Nous devons travailler pour que les gens qui ont commis des atrocités dans notre pays soient punis. Nous allons nous organiser pour cela. Ça va être une journée fériée, chômée, payée, célébration dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons une culture. Si nous sommes organisés, notre culture, elle est très forte en Afrique et même ici en Europe. Si vraiment autour de cette action-là, il y a même des activités culturelles, ça va être épique. Alors, l'histoire entre le Congo et la République démocratique du Congo seront enseignées et maintenant, ça devient une histoire de génération en génération. Et les rôles de Banyamulenge, de Banyarwanda, les rôles du Rwanda, les rôles de l'Ouganda, du Kenya, AFDL, M23, dans la provocation de ces génocides sera quand même établi et les enfants vont apprendre cela. Alors, il y aura même des histoires peut-être au niveau de la télé. Alors, et parce que nous comme État et comme personne, nous avons le moyen économique, le moyen culturel, mais aussi les moyens diplomatiques pour faire que cette histoire devienne une histoire non pas seulement nationale, mais internationale. Alors, je vois aussi la construction d'un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a des gens qui réclament cela. Moi je suis l'une de ces personnes, plutôt, je voulais dire, qui réclament qu'il y ait un mur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a des murs partout. L'Union européenne a un mur entre nous, et un mur entre l'Europe et l'Afrique. Il y a un mur là-bas en Israël. Il y a un mur les États-Unis. Pourquoi nous, on ne peut pas construire un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut limiter l'accès des Rwandais, Tutsis comme les Hutus, dans notre territoire. Parce que ces gens-là nous ont beaucoup endeuillés. Alors, il ne faut pas dire que non, la guerre est finie maintenant et doit revenir tout comme avant. Non, 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 non. Tout ne peut plus être comme avant, messieurs. Tout ne peut pas être comme avant. Et moi, je pense que l'armée sera maintenant forte pour rétablir l'autorité de l'État sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Et la question des nationalités, surtout la nationalité de Banyamulenge, sera complètement résolue. Cette fois-ci, cette question sera vidée. Comme s'il n'y ait plus de... Il faut vous imaginer qu'à cause de ces gens-là, on nous a beaucoup endeuillés. On nous a beaucoup endeuillés. Alors moi, j'étais en train de vous dire que la cinquième chose que je vois venir, c'est la fin de la démocratie, ou je ne sais pas, c'est cette rêverie que nous avons, ou cette imagination, je ne sais pas, ce besoin que nous avons d'avoir une démocratie à la française ou à la belge. Non, non, cette histoire va se finir. Non, c'est pas à nous, Africains, d'accepter. On a essayé, ça n'a pas marché. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Alors, je vois la fin de la démocratie à l'occidental. Alors, au lieu et en place de cette démocratie-là, nous aurons une bonne gouvernance et un gouvernement de résultats. C'est ce qui est important pour nous. Pour moi, j'appelle ça une dictature de compassion, par exemple. Mais il y a la paix, la sécurité, la prospérité. On boit, on mange, on travaille. Il y a alors les slogans là, Mbokelenki, ça devient vraiment Mbokelenki. Et quand le Congo va devenir Mbokelenki, croyez-moi, beaucoup de partis politiques vont disparaître. Nous allons passer peut-être de 1000 partis politiques à seulement 2. Ça va disparaître. Beaucoup de partis politiques vont disparaître. Parce que ce qui fait qu'il y ait beaucoup de partis politiques aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que tous les partis politiques, beaucoup vont recevoir 5 000 francs et des choses comme ça. Ils vont disparaître.
Et surtout, par exemple, tu sais, du temps, quand moi je grandissais, il y avait par exemple Kizenga qui disait, moi je vais envoyer des abeilles chez le président Kabila, chez le président Mobutu. On a attendu des abeilles, on a attendu des abeilles, il n'y en avait pas. Vous vous souvenez de ça? Alors, des politiques comme ça. Ou bien, j'attends des slogans, ah, Martin Fayou, le commandant du peuple. Tu regardes quand il sort comme ça, il y a seulement deux peuples. Mais si tu es commandant du peuple, tu dois quand même très bien de fou. Alors, tout ça, c'est la fin. Maintenant, quand nous serons matures, parce que les Congolais deviennent politiquement matures, ça va être difficile de manipuler les gens. Quand les gens commencent à bien manger, quand les gens ont du travail, quand les gens sont dans les affaires, ça va être très difficile de venir dire, vous savez, je suis commandant du peuple, vous savez, on m'a volé l'élection, vous savez, ces choses vont disparaître. Alors, parce que ça va être difficile de convaincre les gens. Alors, la prospérité économique et l'émergence d'une classe, pourquoi? Parce que c'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi, je devais lire. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'il y aura une prospérité économique, il y aura des emplois et tout ça, et il y aura l'émergence d'une classe moyenne. Alors là, ce sont les choses qui vont se passer au Congo. Donc, je ne sais pas, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va, parmi ces choses, les choses qui vont arriver, je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, dans la vidéo qui va suivre, hein, je vais partager avec nous ce que je pense va se passer, ou je le fais dans cette vidéo. Est-ce que je peux le faire dans 7 minutes? Ok, on essaie dans cette vidéo, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Rwanda après cette guerre? D'abord, je le fais pour les Rwandais. Pourquoi? Parce que les Rwandais n'ont pas la possibilité de réfléchir pour eux-mêmes. Vous savez, ça m'étonne, beaucoup de gens critiquent Tshisekedi et tout ça. Au Congo, nous, on raisonne. Tu peux insulter Tshisekedi, mais les gens parlent librement. Les gens parlent librement au Congo. Les gens réfléchissent pour eux-mêmes. Au Rwanda, les gens ne réfléchissent pas pour eux-mêmes. Hein. Il y a une dictature terrible là-bas. C'est pourquoi les gens réfléchissent vraiment par procuration. Ils pensent autre chose, ils disent autre chose. Alors, je vais les aider, je vais penser à leur place. Hein. Alors, la première chose, je pense, qui va finir, hein, quand cette guerre est finie, cette histoire il y aura la fin des Kwibuka. Cette histoire de Kwibuka va finir. C'est la première directe conséquence de la fin de la guerre et la reconnaissance du Génocoste. C'est la disparition et la fin de Kwibuka. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je pense que là, par exemple, il faut 31, c'est 100 ans. Pardonnez-moi, ce n'est pas 100 ans, 100 jours de célébration ou de mourning, comment on dit, de deuil là-bas au Rwanda. 100 jours. Je pense que ça va, prochainement, s'ils vont même célébrer ça, ça va se réduire peut-être à un jour seulement. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Vous comprenez? Alors ça, c'est ce que je vois. Non pas seulement ça. Je pense que les Kwibuka va disparaître, surtout à France, parce que c'est là où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de morts. Je venais de suivre une vidéo à Lyon, tout ça, c'est à France. Je pense que quand Macron va quitter le pouvoir, et qu'il y a un autre gouvernement, peut-être les gens du Front National, ou je ne sais pas, même de la gauche, cette histoire de Kwibuka n'aura plus les mêmes n'aura plus la même ampleur que ça maintenant. Ça va disparaître. Alors, et le rôle de Kagame sera établi dans la provocation, qu'est-ce que j'ai écrit? Dans la provocation du génocide rwandais. Et puis son rôle aussi sera établi dans la provocation du pogrom congolais. Alors ça va se passer. Et qu'est-ce qu'il y aura? En Afrique et au niveau international, tout ça on va plus s'en occuper. Hein? Et
Et cette histoire de victimisation, cette histoire de manipulation, cette histoire de Ubwenge, ce poison rwandais, sera fini. Les chefs d'État ne viendront plus comme maintenant, comme ce qui venait de se passer. Hein. Alors, ces mythes, ces mensonges, ces châteaux de cartes, c'est construit sur le sable, ou ces mensonges, cette maison construite sur le sable va écrouler avant même qu'elle lui parte. Vous avez vu ça dans les communiqués des Affaires étrangères de leur ministère des Affaires étrangères et dans les discours de Kagame. C'est quelque chose qui est arrivé et ils doivent les prendre très au sérieux, les Rwandais, parce que ça va arriver. Alors, la deuxième chose qui va arriver, vous savez, ils avaient le rêve d'établir un royaume Ematuti. Ils avaient cela. Alors, ça va changer. Il n'y aura plus de royaume Ematuti. Ce rêve-là, c'est fini. Ces rêves-là, c'est fini. Alors, vous avez remarqué que depuis vraiment que Kagame est au pouvoir, Museveni en Ouganda et Ruto, vous allez voir que les Tutsis surtout sont devenus très arrogants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein? Donc, depuis tout ce temps-là, et les Tutsis et les Banyamulenge croient tout se permettre. Depuis 30 ans, ils croient tout se permettre. Ils peuvent violer, ils peuvent tuer, ils peuvent escroquer, ils peuvent exproprier. Ils pensent que non. Cette histoire-là aussi, c'est fini avec cette guerre. Avec la fin de cette guerre, cette histoire de Banyamulenge, de Banyarwanda, cette histoire-là, ça va finir. Ça va finir. Et cette histoire des victimes, nous sommes victimes, ça va finir. Maintenant, la dernière chose, je pense, qui va arriver, il y aura la guerre civile au Rwanda. Et à nouveau, il y aura fuite vers le Congo. C'est ce que je vois. C'est comme en 1953, c'est comme en 1960, et c'est comme en 1996. Il y aura à nouveau des gens qui vont venir vers le Congo, des Tutsis d'ailleurs. Alors, je ne sais pas maintenant qu'ils nous ont tués beaucoup. Je ne sais pas parce que je vois le sort de Kagame en exil. Il finit peut-être comme Hitler. Alors, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vois les Rwandais encore vouloir venir encore se réfugier au Congo. Alors, la dernière des choses que je vois beaucoup de réfugiés congolais au Congo, mais des réfugiés économiques. Vous savez pourquoi? Parce que leur économie sera par terre. Il n'y aura pas d'aide à cause de ce système de certification que nous sommes en train de mettre en place. Les minerais qui étaient volés ne sont plus vendus. Nos gorilles rentrent en République démocratique du Congo. Cette histoire de visite Rwanda finie. Les touristes ne viennent plus au Rwanda. Les hôtels sont vides. Les filles sont au chômage. Parce que quand il y a la paix en République démocratique du Congo, dis-moi s'il y a la paix, il y a la sécurité en République, qui va vraiment avoir l'intérêt d'aller vouloir aller au Rwanda? Réfléchissez avec moi. Qui va vraiment penser je vais aller au Rwanda? Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, nous aussi, nous réconcilions-nous, nous sommes tous des Africains, nous sommes panafricains, nous voulons, oh excusez-nous, c'était Kagame, non. Je vois vraiment beaucoup de gens qui veulent venir demander pardon aux Congolais, des choses comme ça. Alors voilà ce que je pense va arriver après la guerre. Partage avec moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez quelque chose de bien, partagez avec quelqu'un d'autre. Que le Seigneur nous bénisse.